Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur notre webinaire commun à Factory et Fignon. Donc Leslie et moi, on est ravis de vous accueillir sur ce webinaire. Il y a des gens qui continuent d'arriver en live. Vous pourrez dire bonjour dans le chat, partager là où vous êtes. On a 1 heure ensemble. Alors, on va pas trop traîner sur l'introduction, parce que c'est 1 heure chargée. On a fait la version webinaire d'un événement qu'on a fait avec Leslie. On avait passé un peu plus d'1 heure et demie, Leslie, sur le sujet. C'est ça, ouais. Un peu plus d'1 heure et demie, plus quelques questions autour d'un verre de champagne. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a 1 heure. Donc déjà, c'est un des premiers sujets. Ça va être un peu condensé. Et donc, on a dû donc faire des choix sur ce que l'on allait couvrir. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on vient couvrir déjà aujourd'hui ? Ce webinaire a pour but de vous éclairer sur la directive européenne sur la transparence des rémunérations et sur l'anticipation de la transposition de cette directive en droit français. Et donc, quels impacts, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre au droit français de la transposition de cette directive en droit français. C'est ça le but de ce webinaire. Et l'idée, c'est que vous sortiez au bout d'1 heure en ayant plutôt bien compris ce que contient cette directive, ce qui va arriver en France, à quelles échéances et les impacts que ça va avoir sur votre quotidien. Moi, dans ce webinaire, je me mets en posture, comme je disais à la fois, un peu naïve. Donc, je vais plus laisser la place à Leslie, qui est l'experte sur le sujet. Et je vais essayer de plus la challenger et lui poser des questions de manière un peu naïve sur qu'est-ce qui arrive dans une posture un peu, je suis RH, j'ai mon entité en France ou mon entreprise en France à gérer. À quoi est-ce que je dois m'attendre ? Et on va essayer de parcourir les principaux impacts de cette directive et tout ce qui arrive. Peut-être juste une petite précision, on est sur Livestorm, donc vous ne pouvez pas poser de questions oralement, vous n'avez pas de micro. En revanche, n'hésitez pas à en poser dans le chat. On va essayer de répondre au maximum de points et de couvrir le maximum de sujets dans le temps qui nous est imparti. Mais après, de toute façon, vous avez nos coordonnées à l'un et à l'autre. Si vous avez des questions complémentaires et que vous avez envie de rééchanger sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter directement. Exactement. Donc là, posez vos questions en chat. On en prend certaines au fil de l'eau, certaines à la fin. On essaie de garder 10 à 15 minutes à la fin de questions-réponses. Avant ça, je vais plutôt interviewer Leslie sur pas mal de ses impacts. Dernier point important, on partagera la présentation et le support à tous les participants à ce webinaire. Donc, et on ne va pas couvrir toutes les slides. Vous allez voir que le support est assez dense, ce qui est parfait pour une consommation a posteriori. Nous, on ne va pas couvrir en détail l'intégralité du support. On va se concentrer sur certains points clés. Et avant de se lancer, Leslie, je te laisse te présenter. Oui, alors bonjour à tous. Donc Leslie Nicolaï, je suis une des associées fondatrices du cabinet Factory Avocat, qui est un cabinet de niche en droit social, qui est un des premiers cabinets du marché en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs. Donc on est plus de 130 aujourd'hui à travailler dans ce cabinet. Et donc on couvre tous les pans du droit social, droit du travail général, URSSAF, épargne salariale, santé, sécurité, au travail. Voilà. Je fais court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, et avec Leslie, on s'est rencontrés, nous, il y a quelques temps, de mémoire, quand je suis arrivé chez Comed, donc qui était ma 4e expérience. Donc moi, je suis Virgin Ringiard, j'ai passé ma vie à faire des ressources humaines dans des plutôt grands groupes et des boîtes de plus en plus petites, avant de créer Figures il y a 3 ans et demi, pour aider les entreprises à améliorer leur politique de rémunération avec des données de marché et des outils de gestion de politique de rémunération, dont notre récent module de gestion des revues annuelles de salaire, qui a un lien avec le sujet dont on va parler. La rémunération de manière générale et la gestion des revues de salaire, puisque aujourd'hui on va parler, comme on disait, de cette directive européenne en transparence des rémunérations qui fait peur à pas mal de monde. En tout cas, qui en excite peu, inquiète beaucoup, je dirais, si c'est le retour de ce que je vais avoir. Avant ça, le contexte, important à garder en tête le contexte. Elle vient d'où cette directive, Leslie ? Tu peux nous dire 2-3 mots. C'est quoi les origines de cette directive européenne ? Oui, les origines, en fait, c'est qu'on constate toujours aujourd'hui que dans l'Union européenne, il y a des écarts importants en matière de rémunération entre les femmes et les hommes. Donc, en 2020, 13% d'écart. En 2021, 12,7%. Donc, on voit qu'il n'y a pas une évolution significative. Et fort de ces différents constats, le Parlement européen s'est saisi du sujet afin de prendre cette directive. Donc, je rappelle qu'une directive, en fait, c'est un acte législatif, qui a pour objet de fixer des objectifs aux pays de l'Union européenne, et donc notamment à la France, dans un certain délai pour les transposer. Donc, en général, on transpose pas parfaitement l'État, on adapte à son droit local. La France, on va dire qu'on a déjà, j'anticipe un peu sur après, Virgile, mais parce que c'est un peu
sur lequel on va passer vite. La France, on est déjà pas mal doté de certains outils en matière d'égalité homme-femme. Hein, vous en connaissez plusieurs. On a eu les plans égalité homme-femme. On a la négociation annuelle sur l'égalité homme-femme. On a l'index EGAPRO. Donc, on a déjà quelques outils, mais on constate que malgré ces outils-là, justement, on n'a pas beaucoup évolué. Il y a un point aussi très actuel dont on parlait avec Virgile, c'est que le Haut Conseil de l'égalité, donc qui est une autorité administrative indépendante en France, a rendu un rapport au mois de mars, donc là, le mois dernier, donc c'est très actuel, où le constat a été fait que l'index EGAPRO tel qu'il existait aujourd'hui n'était pas d'une efficacité, n'avait pas l'efficacité espérée. Donc il va être profondément remanié en même temps que la transposition de la directive de l'Union européenne. Et d'ailleurs, la recommandation du Haut Conseil de l'égalité, c'est de caler les critères relatifs à la rémunération dans l'index EGAPRO sur ceux prévus dans la directive, dont on va parler tout à l'heure. Donc c'est plus qu'actuel. Il faut s'attendre à ce que on ait rapidement des évolutions sur le sujet dès 2025, malgré le fait que, comme on le sait, la directive devra être transposée au plus tard en 2026, juin 2026. Mais en France, il y a tout peut laisser à penser que ça sera transposé avant ça. Ouais, donc si je résume de manière néophyte, directive européenne, c'est pas une loi, c'est le Parlement européen qui dit bon, chacun des pays, voilà des grands objectifs à implémenter avec cohérence dans votre loi locale. Vous avez jusqu'au juin 2026 pour le faire, mais vous pouvez le faire évidemment avant. Ce qui semblerait être le cas en France, puisque la France s'empare du sujet, on le mettait là-dedans, c'était un des sujets quand même, l'égalité homme-femme du quinquennat initial Macron. On a eu des déclarations d'Elisabeth Borne à l'époque en octobre, et plus récentes qui en parlaient en mois de mars. Donc ça arrive en France, ce sera probablement pas au dernier moment en juin 2026, ce sera sûrement dès 2025 que les premières obligations vont arriver, notamment par la refonte de l'index EGAPRO. Exactement. Et donc ça va changer, ça introduit pas mal d'éléments cette directive. Donc des éléments, et on va revenir sur certains d'entre eux. L'interdiction de demander l'historique de rémunération. Plutôt, on peut déjà zoomer là-dessus. C'est quoi cette obligation-là, Leslie, en quelques mots? Oui, donc aujourd'hui, on a certaines informations qu'on n'a pas le droit de demander à l'embauche, hein, par exemple tout ce qui est en lien avec des critères discriminatoires, hein, la religion, même le lieu de résidence maintenant, l'orientation sexuelle, enfin bon, tout ce qu'on connaît. Demain, il y aura une nouvelle interdiction des informations qu'on n'a pas le droit de demander à l'embauche, et notamment donc il y aura cette interdiction de demander l'historique de rémunération. Pourquoi? Pour permettre une négociation plus libre du salaire par le candidat, parce qu'aujourd'hui, on sait que la plupart finalement des annonces pour les postes, pour les emplois, ne prévoit pas ni une rémunération ni une fourchette de rémunération. Donc en fait, il y a souvent écrit en fonction du profil du candidat, rémunération en fonction du profil du candidat. Demain, on pourra plus faire ça. Il faudra indiquer dès l'annonce et donc dès les annonces que vous ferez, donc ou une rémunération initiale ou une fourchette de rémunération. Et en plus, vous n'aurez pas le droit de demander l'historique de la rémunération du salarié pour caler en fait la proposition qui pourrait lui être faite sur son historique de rémunération. Donc ça a pour but effectivement, encore une fois, d'harmoniser les salaires en interne et donc d'atteindre une égalité de rémunération. Et là-dessus, sur l'historique de rémunération, c'est aussi pour montrer un des points forts de création d'écart de salaire à poste égal entre les hommes et les femmes, c'est en effet la place laissée à la négociation. Et quand on a, donc ce que tu venais de dire, actuellement, il y a beaucoup d'opacité sur les pratiques salariales de l'entreprise, quasiment très peu de fourchettes de salaire affichées. Et donc, on arrive en entretien, on dit, en fait, Leslie, qu'est-ce que vous attendez comme prétention sur votre poste? Et on sait qu'à ce jeu des prétentions et de la négociation qui en suit, en moyenne, les hommes sont plus gagnants à ce jeu-là. Et donc, l'idée d'éliminer ce jeu de qu'est-ce que vous gagnez actuellement et je vais utiliser votre salaire ou vos prétentions qui sont potentiellement plus faibles que ce que j'étais prêt à faire moi en tant qu'employeur pour vous sous-payer dans l'arrivée de votre poste. C'est ce qui veut éliminer cette directive. Exactement. Et surtout qu'on sait que par des études statistiques, que les femmes, quand vous lisez dans des rapports sociaux, notamment il y a eu beaucoup de rapports qui ont entouré justement la directive, un des constats qui est fait, c'est que les femmes ont moins tendance à négocier aussi sur leur rémunération que les hommes, ont moins l'habitude en fait de négocier sur leur rémunération ou le font moins facilement. Donc ça
perpétue ça continue à creuser les écarts, puisqu'en fait, il n'y a pas de négociation à l'embauche, que déjà, en moyenne, elles sont payées moins que les hommes. Donc, du coup, on arrive avec un historique de rémunération plus faible. Donc, voilà. Enfin, tous ces facteurs-là ont pour effet de finalement continuer, enfin, en tout cas, pas permettre de résorber totalement les écarts. Et donc, un des gros postulats de cette directive, c'était de dire c'est en partie la négociation est en partie créée par cette opacité, le manque d'informations disponibles sur quelles sont les conditions salariales, quels sont, on va le voir après, les critères utilisés pour la progression du salaire dans l'entreprise. Faute d'informations, on tombe dans un flou qui pousse vers la négociation. Bon, moi, je ne sais pas à quoi je peux prétendre, donc je vais demander quelque chose et on rentre dans un cycle de négociation, ce que vient de tuer cette directive. Exactement, ouais, tout à fait. Et donc, les éléments d'après, donc interdiction de demander l'historique de rémunération. Donc, on arrête avec combien vous gagnez actuellement pour mentalement en tant qu'entreprise se dire bon, je vais offrir 5-10% de plus pour poser à personne. On est obligé de plus publier des informations et une liste d'obligations sur lesquelles on va revenir. On passe sur le côté qu'est-ce que contient déjà le droit de l'Union européenne. Vous aurez encore une fois le support par la suite et le droit français, le code du travail. On passe sur ces slides-là, vous les aurez encore une fois. On va zoomer sur quels sont les impacts en fait attendus de cette directive. On passe aussi sur qu'est-ce qui ne va pas changer. Il y a un gros élément qui a beaucoup fait parler sur l'aménagement de la charge de la preuve, que ce soit l'employeur de prouver qu'il n'y a pas de discrimination salariale plutôt qu'un salarié ou ex-salarié d'attaquer son employeur ou ex-employeur pour en disant je pense que j'ai été discriminé au niveau du salaire. Moi, c'est ma compréhension. C'était aux salariés ou ex-salariés d'amener les preuves de cette discrimination, notamment dans pas mal de pays européens, mais en France, c'était un peu moins le cas, Leslie, déjà. Oui, voilà, nous, on avait déjà un aménagement de la charge de la preuve en matière de discrimination ou d'inégalité de traitement. En réalité, il y avait déjà une charge de la preuve partagée. Là où normalement, comme certains d'entre vous le savent, la charge de la preuve, elle pèse sur le demandeur, c'est-à-dire c'est celui qui demande quelque chose qui doit apporter la preuve de ce qu'il demande, en fait. En matière de discrimination ou d'égalité de traitement, c'était pas le cas. En fait, le salarié doit apporter des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement, d'accord, donc fondée notamment sur le sexe. Et ensuite, à charge pour l'employeur de démontrer que cette différence de traitement, elle est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Et ensuite, le juge statue. Donc là, au cas particulier, en fait, ce qui est prévu dans la directive, c'est exactement la même chose qu'en droit français, à une exception près. Donc c'est là où il va falloir être vigilant. C'est que la directive nous dit si on ne respecte pas nos obligations en matière de droit à l'information, donc toutes les informations qu'on doit publier, qu'on doit communiquer, que ce soit aux candidats, aux salariés, à une nouvelle autorité qui va être créée, dont on va parler, aux représentants du personnel, si on ne respecte pas nos obligations, là, le salarié n'aura même pas à apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Il lui suffira d'invoquer la chose et puis toute la charge de la preuve pèsera sur l'employeur. Donc là, c'est vraiment ce petit il y a un point essentiel. Si on ne joue pas les règles en tant qu'employeur, on prend un peu à la légère certaines des obligations à venir, on n'est pas conforme. Oui. N'importe quel salarié ou ex-salarié peut lever la main et dire il y a eu discrimination. Et là, tout de suite, en tant qu'employeur, on doit arriver avec toutes les justifications pour montrer qu'il n'y a pas eu de discrimination. Versus, normalement, là, il doit quand même apporter quelques éléments qui permettent de laisser présumer que ça existe quand même. Voilà, donc là, il lui suffira de l'invoquer, point. Ok, donc ça, c'est un point important. On passe sur les délais de prescription, la réparation du préjudice, où encore une fois, on pense que là, il y aura moins d'impact pour aller vite. Pour aller vite sur le côté, les obligations en matière de reporting. Donc, envers les candidats avant l'embauche, donc c'est un peu si on prend le cycle de vie de l'employé, on en a un peu parlé, l'interdiction de l'historique des rémunérations. Et ensuite, il y a sur les salariés après l'embauche, ensuite des déclarations à différentes parties prenantes sur lesquelles on va potentiellement revenir par la suite. Et ensuite, ce droit à l'information. On va revenir sur certains de ces éléments qui nous paraissent clés. Oui. Les candidats avant l'embauche. Donc ça, on en a parlé un peu tout à l'heure. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, donc on peut passer relativement vite, mais en gros, les informations qu'on devra leur communiquer désormais, donc on devra, dans les annonces, comme je vous le disais, indiquer la rémunération initiale ou la fourchette de rémunération initiale, donc avec les éléments fondant la rémunération. Et en parallèle, potentiellement, dans l'hypothèse où il y aurait des dispositions pertinentes de la convention collective à fournir aux salariés, notamment donc en termes de rémunération, évidemment, on est toujours sur ce principe-là, des avantages spécifiques, un 13e mois, une prime d'assiduité, ça peut être plein de choses. Eh bien, on devra également en informer le candidat.
Ok. Et de son côté, comme on vient de se le dire, hein, l'employeur, lui, ne pourra pas accéder aux mêmes informations auxquelles il avait accès auparavant. On est d'accord. Petit aparté, je l'avais mal précisé au début, mais sur le chat, idéalement, si vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions, pour que comme ça, vous pouvez voter les questions auxquelles vous souhaitez voir une réponse, ce serait mieux que dans le chat. Je l'aurais fait. Sinon, j'essaie de me débrouiller avec le chat quand même. On prend une question. Alors, on prend des questions en live. Question de Morgane. Il y a des contraintes. Est-ce qu'il y aura des contraintes sur la fourchette ou est-ce que les entreprises vont pouvoir donner un râteau plutôt qu'une fourchette? Parce que Morgane sous-entend. Est-ce que pour l'instant, on anticipe quelque chose sur la taille de la fourchette que les entreprises pourront postuler, pourront mettre sur leur annonce? Moi, Alors, l'interprétation, c'est que c'est pas, on ne sait pas encore. Et quand on regarde les États-Unis, c'est pas le cas. C'est très dur de mettre en place, de dire que toutes les fourchettes affichées doivent être d'une certaine taille. Non? il y aura pas. Alors, à mon sens, je pense pas qu'il y aura que le législateur ou même un décret de Conseil d'État ira jusqu'à fixer le montant de la fourchette maximum. Donc, je pense qu'effectivement, on pourra cibler assez large, mais c'est clairement pas le sens du texte. Hein, c'est clairement pas l'objectif du texte. Donc, est-ce qu'on se fera pas, à un moment donné, rattraper par la patrouille, c'est-à-dire par l'inspection du travail qui viendra nous dire vos annonces, elles sont pas tout à fait conformes, ou la haute autorité qui sera créée, hein, qui aura pour objectif notamment de contrôler ce que font les entreprises dans ce domaine-là. Bon, c'est possible que si on ne joue pas le jeu du tout, si on met une fourchette entre 10 000 et 100 000 euros, on se fasse à un moment donné taper sur les doigts. Mais il n'y a rien aujourd'hui dans la directive ou dans les textes qui nous laisse présumer le fait qu'il y aura une fourchette prédéterminée. On est d'accord. Et en droit, encore une fois, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, qui a implémenté des droits similaires, très dur d'implémenter des tailles maximales de fourchettes, peut-être à l'avenir, mais probablement pas dans la version initiale de la loi. J'avance en regardant le temps. Et je vous rappelle, hein, il y a toujours le principe de l'abus de droit. Hein, donc, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un droit, donc un droit de fixer une fourchette, qu'il faut abuser de ce droit et donc justement venir faire une fourchette tellement large qu'on en abuse en fait finalement et où on pourrait se faire encore une fois retoquer quoi sur ces sujets-là. Ouais, ça, Soufiane montait l'exemple de ce qui se passe dans certaines entreprises aux États-Unis qui jouent pas vraiment le jeu, certaines connues. Hein. Vous allez aller sur le site carrière de Netflix, vous verrez qu'eux, ils mettent, on cherche un product manager à San Diego et le salaire est entre 40 000 et 250 000 dollars par an. Et d'ailleurs, il y a les premières décisions de justice en cours aux États-Unis d'entreprises qui se font attaquer pour justement le fait de ne pas jouer le jeu. Donc ça, c'est le droit américain, mais il y a ce jeu de chat et de la souris hein, au niveau juridique. Donc la loi va être publiée, des entreprises vont potentiellement se faire retoquer parce qu'ils n'ont pas joué le jeu ou pas respecté l'esprit de la loi, et ça va conditionner le comportement des autres entreprises. On va voir comment ça va se manifester. Obligation en matière de reporting. Alors, nouvelle obligation à l'égard des salariés dans la fixation des rémunérations. En gros, on doit mettre à disposition des salariés des critères objectifs et non sexistes qui détermine la rémunération et des numéros de rémunération et la progression de rémunération. Ça veut dire quoi ça, Leslie? Oui, alors donc on va avoir plusieurs nouvelles obligations d'information par rapport aux salariés. Donc premièrement, effectivement, on va devoir pouvoir exposer les critères qui servent à fixer la rémunération, les niveaux de rémunération, la progression des rémunérations. Donc tout ça, on est sur l'idée qu'aujourd'hui, les politiques de rémunération, pour qu'elles soient plus transparentes, plus visibles et réduire les écarts, encore une fois, elles vont devoir être plus structurées qu'aujourd'hui, on va dire. Voilà. Aujourd'hui, en fait, il y a souvent une rémunération fixe, puis des éléments de rémunération variables, mais qui sont pas toujours très définis. Donc, il y a souvent du qualitatif, du quantitatif. Enfin, on peut voir un peu tout. Il y a aussi des bonus discrétionnaires. Donc, l'idée, en fait, c'est que demain, on va quasiment devoir, je pense, quand je fais de la prospective, hein, mais les entreprises, pour se conformer à leurs obligations, et le but, c'est ça, est de réduire les écarts, en fait, on va quasiment devoir avoir une espèce de grille, à mon avis, de fixation de la rémunération, qu'elle soit fixe ou variable, et qu'elle soit quantitative, qualitative, les avantages en nature, etc. Donc, on va devoir quasiment avoir cette grille de lecture pour permettre, effectivement, d'informer les salariés en permanence, donc à la fois sur la rémunération et la politique de rémunération interne, sur les niveaux de rémunération, c'est-à-dire tel poste, en gros, peut atteindre tel niveau de rémunération sans viser nommément les gens, nominativement les gens, et sur la politique en matière de progression de rémunération, comment je fais pour accéder au stade supérieur de ma rémunération. Donc ça, c'est le premier point. Je vais devoir fixer des critères que je pourrais communiquer aux salariés.
Deuxième point important sur les informations que je vais devoir communiquer à mes salariés, c'est que les salariés vont avoir la possibilité de demander et de recevoir par écrit, donc ça c'est important aussi, d'où l'importance d'anticiper les choses, hein, de recevoir par écrit des informations à la fois sur leur niveau individuel de rémunération, donc voilà comment est déterminée leur propre rémunération et quel est leur niveau de rémunération, mais également des informations sur le niveau de rémunération moyen par sexe et par catégorie et par travail de valeur égale. Donc on va revenir après sur la notion de travail de valeur égale. Ouais, même sur ce droit à l'information, on y revient. Je reviens juste là-dessus. Ce droit à l'information, en plus, tu donnes le plus gros scoop. Déjà, on rentre dedans. Mais Leslie, avant ce droit à l'information, juste ma compréhension de cette obligation là dont on parle juste là-dessus sur cette slide, moi j'interprète comme, et tu le disais un peu, c'est en gros il va falloir être transparent sur les règles du jeu quand il s'agit de rémunération. Il va falloir être transparent sur les salariés, sur comment est fixée la rémunération. Par exemple, moi en application concrète, c'est si les offres à l'embauche, parce qu'en gros il y a deux grands moments, il y a l'offre faite à l'embauche et les augmentations de salaire pendant la durée de vie de l'employé. Si les offres à l'embauche, est-ce qu'on prend en compte ou pas le diplôme? Si quelqu'un se dit pourquoi est-ce que moi, Leslie, t'es payé plus que moi, et que c'est une gestion de diplôme, bah en fait, il faudra dire, bah oui, le diplôme influe sur les offres à l'embauche. Et pareil, on continue dans la vie de l'entreprise, moi je le comprends comme ça, il faut être explicite sur les critères qui sont utilisés pour déterminer l'augmentation. Donc si moi, je viens voir mon manager en disant, mais en fait, pourquoi j'ai eu 2% alors que Leslie a eu 4%? Si en fait, on utilise un élément comme la performance, et il y a des questions dans ce sens, l'évaluation de la performance, il faudra que ce soit explicité auprès des salariés, l'évaluation, l'entretien annuel, l'évaluation de la performance et d'un des critères utilisés pour déterminer la progression salariale et la rémunération. Donc en gros, cette obligation-là, c'est on doit être transparent sur les règles du jeu. Pour Oui. déterminer, et ce qui est le cas dans, je dirais, même la minorité des entreprises actuellement. Oui, voilà. Et en fait, la structure de rémunération donc, qui va être mise en œuvre, hein, elle devra effectivement être transparente. Et la directive nous dit expressément qu'elle doit permettre une comparaison entre les emplois au sein d'une même organisation, en fait, justement. Donc, on va devoir penser la politique de rémunération ou repenser la politique de rémunération, en tout cas, pour la mettre en conformité avec ces principes-là et avoir une grille de lecture très claire, effectivement, des critères qui servent à la déterminer. Donc ça, c'est un des principaux impacts à garder en tête. Il va falloir être un peu plus transparent sur ces règles du jeu, sur ces notions de grille de lecture, etc. Et là, par contre, tu as mentionné droit à l'information. Alors moi, pour moi, c'est le plus gros. On parle beaucoup de l'affichage des fourchettes de salaire sur les offres. Pour moi, c'était un peu le sens de l'histoire. Alors celui-là, ce droit à l'information, tu as déjà dit, les salariés peuvent demander droit d'information sur leur niveau de rémunération individuelle et en plus sur les niveaux de rémunération moyens des catégories de travailleurs effectuant un poste, le même travail qu'eux, ou un travail de même valeur. On va revenir sur ce travail de même valeur, mais c'est moi en tant que salarié, demain, je peux demander ça à mon employeur. Je veux savoir combien je suis payé comparé aux gens qui font le même poste ou un poste de valeur égale. C'est ça, hein? Exactement. Donc en fait, tu vas pouvoir effectivement recevoir ce type d'informations sur le niveau moyen de rémunération, donc par sexe. Donc il va falloir le faire pour les hommes, pour les femmes. Et pour les catégories de travailleurs auxquelles j'ai le droit de me comparer. Évidemment, je ne peux pas obtenir des informations sur tous les emplois de l'entreprise et sur les emplois sur les gens qui font ou le même travail ou un travail qui est estimé de même valeur. Donc en fait, il va y avoir des groupes de référence, en fait, des groupes de comparaison qui vont être faits par sexe, en fait, finalement. Et donc, une fois que le salarié aura demandé cette information, l'employeur aura 2 mois, effectivement, comme tu l'as mentionné, pour y répondre. Donc, autant dire qu'il vaut mieux être préparé à l'avance parce que on peut se dire, oh, 2 mois, c'est long. Mais en fait, si au début, on peut se douter qu'il va y avoir quand même pas mal de gens qui vont user de cette nouvelle faculté, comme quand il y a quelque chose de nouveau, tout le monde s'en saisit. Donc, il y a intérêt d'être quand même préparé, surtout si je dois répondre à 100 personnes de catégories différentes, de sexes différents, etc. Et donc, cette communication donc intervient donc dans un délai maximum de 2 mois. Imaginons que l'employeur fournisse des informations qui ne sont pas complètes, qui sont inexactes. Le salarié aura la possibilité de faire une demande de précision. D'accord? Donc, elle pourra demander des précisions ou des détails supplémentaires. Et en plus, point important et donc qui va participer au fait que il y a des chances qu'on nous le demande souvent, c'est que l'employeur va avoir l'obligation une fois par an d'informer le salarié de son droit à information. C'est énorme. Au cas où ils auraient raté l'information, on sait jamais. Et en gros, les employeurs vont devoir leur dire, by the way, vous avez le droit de demander des informations sur votre niveau de rémunération individuelle et sur le niveau moyen de rémunération par sexe et pour les emplois de même valeur que le vôtre. Et ça, j'ai l'impression, moi,
naïvement, mais qu'en plus, s'ils ont loupé l'information, l'employeur doit leur rappeler, bon, peut-être que ça va finir en affichage obligatoire que personne lit, peut-être, mais les élus risquent de leur rappeler de ce droit-là. Et encore plus, c'est intéressant ce qui se passe aux États-Unis quand on regarde qu'encore une fois, on a eu des lois similaires, honnêtement moins poussées que ce qui arrive en Europe sur la transparence salariale. Vous savez qui rappelle aux salariés ou aux candidats de leurs droits? Des influenceurs sur TikTok et Instagram, qui sont très bons pour dire n'oubliez pas, si vous êtes salarié de l'entreprise, vous pouvez aller voir votre employeur en invoquant la loi 2025-2 sur la transparence des rémunérations et exercer votre droit à l'information et exiger une réponse dans les 2 mois. Et ça, c'est une nouvelle forme qui est intéressante, de rappel des obligations légales qui arrive via des influenceurs TikTok et Instagram. Donc ça, en tout cas, ce droit-là, il arrive. Il ne faut pas compter sur le fait que personne ne va savoir qu'il existe pour ne pas s'y préparer. Je pense que c'était un des points importants. Mais on évoque cette notion de travail de valeur égale. Alors celle-là, elle est super intéressante. Ici, on reprend les éléments du Code du travail là-dedans et on compare avec les éléments de la directive européenne. Ce tableau-là que tu as fait avec tes équipes, il est assez parlant parce qu'on a cette notion un peu de travail de valeur égale, etc. en droit français. À quel point ça compare avec ce qui est dans la directive? Oui, alors en fait, tout l'enjeu, ça va être très important de pouvoir évaluer qu'est-ce qu'un travail de valeur, qu'est-ce qu'un travail de valeur égale finalement. Le même emploi, on voit très bien ce que ça veut dire. Un travail de valeur égale, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y avait il y a des critères qui ont été fixés par la jurisprudence de l'Union européenne, donc la Cour de justice de l'Union européenne. Il y a des critères qui sont fixés dans le Code du travail français. Et dans la directive, on voit qu'il y a encore d'autres critères. Donc, je vais commencer par ceux qui existent déjà en droit français. En droit français, c'est ceux qu'on vous a mis donc dans le tableau à gauche. Et c'est l'article L3221-4 pour ceux qui veulent le regarder. Donc, les critères qui sont fixés, c'est les connaissances professionnelles, les capacités découlant de l'expérience acquise, les responsabilités, la charge physique et nerveuse. Ça, c'est les critères tels qu'ils existent aujourd'hui dans le Code du travail. En matière de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il y en a un peu plus. Les critères objectifs qui sont déterminés pour comparer les emplois de même valeur, c'est le parcours éducatif, l'expérience professionnelle, la formation, puis ces 4 critères qui sont repris dans la directive. Donc, c'est-à-dire les compétences, les responsabilités, les efforts, les conditions de travail matérielles et organisationnelles. Alors là, c'est moi qui l'ai rajouté matériel et organisationnel, pardon. En fait, la directive, elle vise les conditions de travail. Donc moi, j'ai essayé d'interpréter ce que ça pouvait vouloir dire conditions de travail. Donc à mon sens, effectivement, ça peut être des conditions de travail matérielles et organisationnelles, type outils mis à disposition, le télétravail, est-ce qu'il y a une semaine de 4 jours, est-ce qu'il y a des congés limités, enfin vous voyez, c'est ce genre de sujet-là, l'autonomie dont dispose le salarié, justement, la possibilité de travailler de work from anywhere, etc. Donc, en fait, on a essayé de comparer un peu si ça allait changer quelque chose. On a rassemblé des notions. Donc, par rapport au droit français, compétences, on s'est dit que connaissances professionnelles, capacité découlant de l'expérience acquise, on était à peu près sur le même sujet. Responsabilité, c'est le même terme. Et après, donc, il y a ces 2 notions de effort et conditions de travail qu'on a mis en parallèle avec charge physique et nerveuse, mais qui sont proches, mais à mon avis, pas tout à fait similaires. D'autant plus que, je voulais ajouter un point. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que dans compétences, en fait, on parle souvent de hard skills. Donc, en fait, en droit français, souvent, quand on parle de compétences, on va parler, vous voyez, les connaissances professionnelles, les capacités découlant de l'expérience, mais on parle plutôt d'acquis, en fait, techniques. La directive, elle met l'accent et elle met en valeur le fait que doivent également être valorisées les compétences non techniques. C'est un point essentiel parce que apparemment, donc quand je dis apparemment, c'est ce qui est indiqué dans la directive, mais des études qui ont été faites, il en résulte que les compétences non techniques, qui sont des compétences plutôt féminines, sont sous-évaluées aujourd'hui dans les entreprises. Donc les soft skills, pour le dire autrement. Et donc la directive met vraiment l'accent là-dessus en insistant sur le fait qu'il devrait y avoir une valorisation de ces compétences non techniques. Ouais, pour faire un aparté là-dessus avant d'avancer au sujet suivant, on a plein de questions super intéressantes, j'ai hâte de te les poser. Mais c'est en effet, là-dessus, les études ont montré que beaucoup de compétences liées aux soft skills, qui sont notamment plus présentes dans les métiers du service, sont sous-valorisées. C'est pour ça que les métiers du service sont souvent les métiers les moins bien payés, alors que les compétences liées à des hard skills comme l'ingénierie, les métiers de la tech ou des métiers de la finance qui sont très portés sur les hard skills sont les métiers les plus rémunérés et qu'il y a une sous-valorisation des compétences comme la capacité de communication, la mise en œuvre de ce genre de choses qui sont souvent plus présents dans des métiers plus féminisés et donc sous-évalués et donc qui mènent à des rémunérations
plus faible. Je rebondis là-dessus parce qu'il y avait des questions, je voulais reprendre une des questions les plus votées, qui était autour de probablement, c'était la question de Xavier, c'est est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des notions de pesée de poste pour tous les postes? Moi, c'est mon interprétation, c'est-à-dire que toutes ces entreprises qui n'ont pas de méthodologie de pesée de poste, les méthodologies actuelles, les prestataires actuels ou des nouvelles qui vont émerger, vont essayer de se caler à ces critères de la directive pour arriver à faire ces notions de pesée de poste, de job grade interne à l'entreprise. Et en fait, un travail de valeur égale, très forte chance de penser que c'est, on va regarder, si un employé fait exercer son droit à l'information sur un poste donné, on va lui donner les éléments de rémunération sur ce poste et potentiellement des rémunérations de moyens sur tout le job grade, c'est-à-dire tous les postes qui ont été jugés au même niveau, aux valeurs égales au sein de l'entreprise. Moi, c'est mon interprétation. Et puis, non, mais elle est clairement bonne. De toute façon, chaque poste devra être catégorisé demain. Enfin, ça, il faut en avoir conscience. Vous avez tout intérêt, devra pouvoir être catégorisé. Si vous le faites pas en amont, de toute façon, il faudra le faire en aval. Parce que, effectivement, le salarié aura la possibilité de recevoir des informations et de vous en demander sur le niveau de rémunération dans sa catégorie. Donc, ça oblige bien à fixer des catégories pour chacun des emplois. Et donc, c'est pour ça que on vous invite vraiment à anticiper le sujet. Enfin, ça sera un peu la clôture de notre webinaire, mais effectivement, il faut anticiper ce sujet-là, c'est impératif. Et en fait, j'anticipe un peu sur ce qu'on va dire après, mais comme vous allez le voir, de toute façon, pour chaque catégorie donc qu'on va fixer, donc avec des emplois de même valeur, on va devoir déterminer qui sont les personnes de référence, une personne de référence. Donc, j'anticipe un tout petit peu. Cette notion de personne de référence qui est ici, qui est super importante. Voilà, parce que l'idée, donc une fois qu'on a déterminé qu'est-ce qu'un emploi de même valeur, donc en application des critères, donc les 4 critères de la directive, je les rappelle, compétences, efforts, responsabilité, conditions de travail. On peut en fixer d'autres, on n'est pas limité à ces critères-là, à condition que les critères soient pertinents et justifiés. Donc on n'est pas limité par les critères de la directive, il faudra juste que par contre, les critères qui soient fixés soit objectif, non sexiste et donc justifié, pertinent. Donc ça peut être par exemple, pour vous donner un exemple plus concret, ça peut être par exemple effectivement la performance, mesurer la performance, le niveau d'atteinte du chiffre d'affaires par exemple, des objectifs chiffrés de cette nature-là. Donc une fois qu'on a fixé ces critères et qu'on a évalué nos emplois de même valeur, en fait on va devoir faire une mise en balance de ces critères en fonction du poste concerné. Et là, on va devoir déterminer une personne de référence. Ouais, tu veux qu'on réponde à la question? Non, pardon, comme tu mentionnais performance, je me suis dit, j'ai pris tout de suite, c'était la question la plus votée, et je me suis dit, c'était le moment de la tacler. Est-ce que donc on peut considérer et justifier des écarts de salaire potentiels en utilisant la notion notamment de la performance? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est en plus un point qui est, encore une fois, expressément visé par la directive, qui nous dit qu'on peut fixer des critères alors dans le préambule, pas dans le dur du texte, mais dans le préambule, que on pourra toujours avoir cette liberté de fixer, heureusement, on n'est pas non plus en régime communiste, donc heureusement on pourra faire un peu de différenciation quand même. Donc on pourra évidemment faire des différences, faut pas confondre égalité. L'égalité des rémunérations veut pas dire que c'est une égalité parfaite. Ça veut dire qu'on est tous sur les mêmes critères. L'égalité des critères, mais pas l'égalité de la rémunération en elle-même. Évidemment, on pourra toujours avoir des différences. Et donc, la performance, ça fait partie des points, effectivement, qui sont considérés par la directive comme un critère objectif et non sexiste. Donc, effectivement, vous pourrez parfaitement utiliser des facteurs de performance. Et alors, ça, après, juste, je zoome là-dessus, parce qu'il y a un point intéressant, c'est que nous, on a une entreprise qu'on aime beaucoup chez Figures, qui est un peu là-dedans, une entreprise du CAC 40, et qui sont, à mon avis, en avance sur ce qui se passe au niveau directive et transposition, parce qu'ils sont dans ces échanges autour de l'égalité salariale poussés avec leurs élus depuis quelques années. Ils ont mis en lumière des écarts de salaire hommes-femmes que l'entreprise a justifié en prenant des critères d'évaluation de performance. Et là, ils en sont à une étape où leurs élus ont dit « Ok, si vous nous dites que l'évaluation de la performance justifie des écarts de salaire hommes-femmes ou une partie de ces écarts au sein de l'entreprise. Maintenant, on veut auditer notre processus de revue de performance pour s'assurer que lui-même n'est pas basé sur des critères d'évaluation de la performance qui seraient discriminatoires et non sexistes. » Et donc, c'est quelque chose auquel moi, j'ai l'impression qu'on peut s'attendre. C'est que, en fait, cette porte d'entrée de la rémunération, quand on tire la pelote, on va s'engouffrer si on dit oui, il y a des écarts de salaire, mais en fait, c'est normal, il n'y a rien, il n'y a aucun sujet circulé, il n'y a rien à voir parce qu'en fait, c'est le résultat de l'évaluation de la performance. Derrière, les élus pourront dire bon, on va rentrer dans le sujet de est-ce que l'évaluation de la performance est non discriminatoire, non sexiste. Exactement. Donc après, c'est ça, et c'est ce qui va contraindre aussi à bien cadrer les choses.
Moi, je pense que cette notion de performance, elle va être essentielle demain, hein, pour justement pour les entreprises. Donc, il va falloir effectivement bien cadrer les critères, veiller à ce qu'ils soient pas effectivement discriminatoires, parce que souvent on retombe sur des principes de discrimination indirecte, c'est-à-dire sans afficher une discrimination, l'application de ce qu'on a prévu, c'est de la discrimination indirecte puisque ça aboutit à une différence de traitement. Donc, il faudra bien cadrer ça. Ça va impliquer aussi une formation accrue des managers sur les notions de performance, sur l'évaluation de la performance surtout, parce que aujourd'hui on a beaucoup de cas dans lesquels, enfin moi, nous on fait pas mal de formations sur droit et management en gros, parce que on constate qu'en fait souvent il y a soit par manque de connaissances, soit par manque de courage managérial. En fait, les managers évaluent pas bien la performance de des salariés, enfin de leur équipe, en fait. Et résultat, on se retrouve avec des dossiers d'insuffisance professionnelle où la personne elle a été tout le temps notée excellent, où on n'arrive pas à justifier effectivement pourquoi on donne pas 100% de la prime dans la mesure où en fait la personne elle est notée excellent partout. Donc ça va passer par tout un process d'acculturation à ces nouveaux principes et de formation, à mon avis, des managers de terrain en fait, obligatoirement. Ça va être des étapes essentielles en vue de la mise en œuvre de ces nouveaux principes. Donc un point essentiel, oui, transparence de rémunération va avoir des impacts indirects sur d'autres éléments non rémunération, mais liés à la rémunération, comme les entretiens annuels. Personne de référence, première chose, donc personne de référence, de gens qui font un travail de valeur égale. Quid, si on a personne qui fait un travail de valeur égale, la directive introduit cette notion de personne de référence hypothétique. Exactement. Donc ça, c'est intéressant parce que à plusieurs égards. Donc aujourd'hui, effectivement, on nous dit par catégorie, il y a une personne de référence. Donc cette personne de référence, elle peut être soit réelle, soit hypothétique. On ne sait pas exactement ce que ça implique. La personne réelle, par exemple, est-ce que ça va être la personne qui est pile à la moitié ou qui est à la moyenne ou voilà. Enfin, on va voir. En tout cas, ce qui est intéressant et ce qui est vraiment très nouveau, c'est la notion de personne de référence hypothétique. Donc la personne de référence hypothétique, en fait, de ce qu'on comprend de la directive, ça peut être quelqu'un qui est soit identifié par données statistiques, soit par données de comparaison avec le marché. Donc en fait, dans les deux cas, ça va faire référence à une notion de marché, ce qui est complètement nouveau. D'habitude, on se compare pas. Aujourd'hui, en droit français, je me compare pas avec un salarié d'une autre entreprise ou par rapport à la situation du marché. Ou c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est moi, ma situation par rapport au droit interne, par rapport à mon entreprise en interne. Est-ce que je subis ou non une différence de traitement injustifiée? Demain, donc en ayant la possibilité de se comparer avec une personne de référence hypothétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà c'est une personne qui n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais pouvoir dire oui, je suis pas suffisamment payé au regard de la situation du marché par rapport à cette personne de référence hypothétique. En plus de tout ça, il y a deux autres choses qui sont importantes. C'est que la directive nous dit c'est soit une personne de l'entreprise, donc quand c'est une personne réelle, soit une personne qui n'est pas dans l'entreprise, effectivement. Et donc, ça peut être, par exemple, quelqu'un d'une autre entreprise à partir du moment où la source de fixation de la rémunération est une source unique. Donc, pour le traduire en des termes plus simples, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, là où aujourd'hui en droit français, on n'a pas le droit de se comparer avec des gens externes à son entreprise, même qui font partie du même groupe ou de la même US, et demain, je vais pouvoir me comparer à n'importe quelle société du groupe, par exemple, donc des salariés d'une autre filiale que la mienne, à condition évidemment que la politique de rémunération ait été mise en place au niveau groupe. Donc il va falloir penser aussi à tout ça dans les groupes de sociétés. Il va falloir se dire, est-ce que j'ai intérêt à fixer ma politique de rémunération au niveau groupe ou est-ce qu'il n'est pas plus pertinent de la fixer au niveau entreprise? Parce que si je la fixe au niveau groupe, je donne la possibilité à tous les salariés du groupe de se comparer entre eux et plus simplement par entreprise ou par entité personne morale, donc mais par rapport à n'importe quel salarié du groupe, premièrement. Deuxièmement, même réflexion pour les US, les unités économiques et sociales. Aujourd'hui, les unités économiques et sociales, c'est 3 personnes morales distinctes. On n'est même pas dans le cadre d'un groupe. Ça n'a pas d'histoire de société morte, des tensions capitalistiques, etc. Mais potentiellement, effectivement, dans les US, il peut y avoir également des politiques qui sont fixées au niveau, par exemple, avec le CSE central de l'US. Donc, on va réfléchir à la politique de rémunération à ce niveau-là. Là, de la même manière, on va pouvoir potentiellement se comparer avec des gens d'une autre société, l'unité économique et sociale. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est absolument pas possible. Donc, et ça, j'ai l'impression, moi, j'ai 2 cas de figure qui sont venus en tête quand je voyais ça. Un, certaines personnes le savent, mais pour notamment améliorer son index EGAPRO, c'était pas mal de sortir des dirigeants et de les mettre dans une holding à part pour ne pas impacter les potentiellement moins faisables. Et 2,
Là, sur ce côté groupe ou US, il y a ce cas de figure que moi j'ai connu plutôt dans ma carrière, notamment d'acquisition ou quoi que ce soit d'entreprises qui finissent dans le même groupe et on commence à harmoniser les politiques salariales, même s'ils sont sur des entités légales différentes pendant un moment post-acquisition. Là, si la politique de salaire est la même pour deux entreprises, et ça je l'ai vu et pas mal d'entre vous l'ont vu, bah, en fait les gens risquent de se comparer entre eux parce qu'ils disent ah non, on fait partie du même groupe, la politique de salaire est déterminée par le même direction centrale, donc on est capable de me comparer ma rémunération avec celle de notre voisin dans l'entreprise qu'on vient de racheter. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ça va, enfin, clairement, ça va être source de contentieux un peu, hein, je pense. Enfin, nous, côté avocat, on l'anticipe, hein, dès qu'il y a une nouveauté de cet ordre-là. Mais voilà, donc il va falloir, enfin, ça aura des implications, pas uniquement directes, mais aussi indirectes. Il va falloir raisonner un peu à cette échelle-là. Je veux dire, on pourra plus raisonner à l'échelle entreprise, il va falloir raisonner plus grand. Moi, j'imagine, enfin, j'ai pensé aussi au groupement d'employeurs, par exemple, des groupements d'employeurs, ça peut être, j'en sais rien, un réseau de franchise s'il y a une politique. Alors, franchise, normalement, c'est vraiment distinct, mais ça peut être, en fait, tout et n'importe quoi, tout inter-entreprise, n'importe quoi, à condition qu'il y ait une politique, une source unique pour la fixation de la politique de rémunération. Voilà. Donc, il faudra être très vigilant là-dessus. Et le dernier point sur lequel il faudra quand même aussi être vigilant, même si ça, c'est pas tout à fait nouveau, c'est qu'il n'y a pas de période de référence pour la comparaison. Donc, ça veut dire qu'on pourra aussi bien se comparer avec le passé que le présent que le futur. Alors ça, c'est incroyable, cette notion-là. Voilà. Ça développe un peu. C'est-à-dire que moi, Oui. on me dit, par exemple, c'est un cas de figure, je suis à mon poste, je suis DRH. Je me dis, j'ai un petit peu sous-payé. Je fais exercice de mon droit à l'information. Mon entreprise me dit, non, mais regarde, il n'y a personne d'autre, en fait, à ton poste et tu es plutôt bien payé. Moi, je peux aller dire, ah non, mais attention, il y a 2 ans, 3 ans, l'ancienne DRH a été payée bien mieux que moi. Donc, j'ai l'impression de discriminer au niveau salarial. Exactement. Et donc, justifiez-moi pourquoi, en fait, celle qui était là il y a 2 ans, elle était mieux payée que moi. Alors, en général, sur l'avant, c'est quand même assez rare parce que les salaires, ils ont plutôt tendance à augmenter au fur et à mesure. Ou alors, il y a vraiment une vraie justification. Si tu as quelqu'un qui avait 20 ans d'expérience, puis versus un junior ou quelque chose comme ça. Mais par contre, sur l'après, quand tu vas arriver, tu vas dire bah, pourquoi moi, je suis moins payé que mon successeur, par exemple. Bah, là, peut-être, ça va occasionner des difficultés. Alors, ça, c'est nouveau que ça soit dans le texte, en fait, et dans la directive. En revanche, il y avait déjà, on se servait déjà de ce type d'argument. En tout cas, nous, dans le cadre de contentieux, on se servait déjà de ce type d'argument pour justifier du fait qu'il n'y a pas de différence de traitement, justement. Hein. Moi, ça m'est arrivé régulièrement de dire, bah, regardez le prédécesseur, regardez le successeur, pour comparer ou pour justifier justement des différences de traitement en termes de performance. Bah voilà, votre prédécesseur il était plus performant, votre successeur il est plus performant, donc vous avez été moins bien payé, mais ça s'explique par telle ou telle raison. Donc c'était des arguments qu'on utilisait déjà en plaidoirie et puis dans les contentieux, mais pas forcément effectivement déjà dans le texte. Deux éléments sur lesquels on essaie de revenir avant de passer aux questions-réponses. En plus, il y a plein de questions qui sont géniales, j'ai hâte de te poser. Un, et ça correspondait à une des questions dans le chat, c'est pas la transparence des salaires, ce n'est pas qu'un sujet autour des salaires, ça concerne beaucoup d'éléments de rémunération, les rémunérations fixes, rémunération variable, avantages en nature, primes, tout ça est couvert. C'est-à-dire qu'on doit justifier des quarts de... Si on se dit, OK, on est pas mal niveau salaire, mais en fait, au niveau bonus annuel, en fait, on se rend compte qu'on en donne beaucoup plus aux hommes avec des montants moyens beaucoup plus et à beaucoup plus d'hommes que de femmes, on va se faire retoquer par la patrouille. J'ai pas tort là, Leslie. Tu as tout à fait raison. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand même de savoir sur quoi va porter l'analyse. Aujourd'hui, si on synthétise en France, en fait, l'analyse, elle porte sur la rémunération globale, on va dire, hein, d'accord ? Demain, on va devoir être beaucoup plus détaillé dans les informations qu'on donne, puisqu'on va devoir donner la rémunération, les écarts de rémunération sur le fixe, sur les éléments variables, sur les éléments complémentaires. Donc, par exemple, ça peut même porter sur la manière d'indemniser les heures supplémentaires, les frais de déplacement, toutes les formes de primes, effectivement, les avantages en nature, la mutuelle, la prévoyance, toutes les formes. Et donc même ça va devoir être renseigné. Donc on va devoir parler de ces écarts de rémunération variable complémentaires. Il y a l'écart de rémunération médian, il va y avoir l'écart de rémunération médian sur les éléments complémentaires. Donc, on va beaucoup plus loin. La proportion pour chaque sexe bénéficiant d'une rémunération variable et d'une rémunération complémentaire. Donc, il y a les éléments, mais il y a aussi qui en bénéficie. Voilà, la proportion de rémunération dans chaque quartile. Donc, c'est important. Ça, c'est inspiré dans un peu ce qui se passe au UK, qui avait une loi similaire là-dedans. Le UK, ils ont implémenté il y a quelques années une loi où on publie son écart moyen homme-femme des salaires, c'est-à-dire publiquement, chaque entreprise de plus de 250 du UK.
disent les hommes sont payés 12% de plus que les femmes. Et une étude par quartier, c'est-à-dire dans le top 25% des gens au niveau salaire, au niveau variable, au niveau de chacune des primes, dans le top 25% des plus hautes rémunérations, il y a X% d'hommes, X% de femmes, et ce, dans chacun des quartiers. C'est beaucoup plus transparent et explicite que notamment notre index EGAPRO actuel. Donc ça arrive. Par contre, ça arrive. Alors, juste finis, excuse-moi, parce que ça, c'était les 6 premières informations. Ce qui est intéressant, c'est que ces 6 premières informations que j'ai à vous donner, elles vont devoir être diffusées publiquement, diffusées au public. Donc, c'est pas encore précisé comment, mais ça sera peut-être sur le site internet, par exemple. En tout cas, on devra les diffuser. Donc, il y aura plus possibilité, finalement, de cacher le fait qu'on n'a pas une bonne politique de rémunération ou qu'on a une politique de rémunération inégalitaire. En tout cas, il y aura des chances que ça se voit, puisqu'on devra les diffuser publiquement. Et après, il y a la dernière catégorie d'informations qui sera de déterminer les écarts de rémunération par catégorie de travailleurs et ventilés par donc salaire de base, éléments variables et complémentaires. Et cette dernière information ne sera pas diffusée publiquement, mais sera diffusée auprès de plusieurs catégories de personnes, à savoir les représentants du personnel, les salariés eux-mêmes, l'inspection du travail et le défenseur des droits. Enfin, ça, quand je vous dis inspection du travail et défenseur des droits, c'est pas ce qui est prévu dans la directive, c'est les équivalents en termes d'autorité. Moi, je vous le traduis en droit français. Mais donc, du coup, il va y avoir quand même beaucoup de destinataires de ces informations-là. Et en plus, on devra les conserver sur 4 ans. Donc, il y aura une information sur la progression aussi qui va être faite sur ce sujet-là. Donc, pardon, j'ai un peu dérivé, excuse-moi, du sujet. C'est important, c'est un point, ce côté rétention d'information. C'est important cette notion de temporalité. C'est pas juste se dire on va devoir se mettre en ordre de marche juste avant, c'est qu'il va falloir garder les informations pendant longtemps et il faut s'y mettre dès maintenant. Voilà, potentiellement. Alors, je pense pas que ça sera rétroactif, c'est-à-dire que quand ça va entrer en vigueur, on va pas nous demander de remonter sur 4 ans, heureusement. Mais par contre, à partir de l'année N où ça va entrer en vigueur, vous allez devoir les conserver, les données, les conserver et à minimum pouvoir justifier à chaque fois, les communiquer donc sur une période de 4 ans. Mais moi, je vous conseille même de les conserver bien plus longtemps, parce que finalement, vu qu'on va pouvoir éventuellement avoir des contentieux où on va devoir justifier de situations qui remontent, etc., il est vraiment indiqué de les conserver sur plus longtemps, premièrement, et surtout penser à anticiper qu'il y a des changements de parfois DRH, direction, RRH, etc. Donc en termes de conservation des données, vous avez tout intérêt à avoir un outil qui vous permet de bien conserver les données, les commentaires, les justifications, puisque vous l'aurez compris, demain, on risque d'avoir de plus en plus de contentieux sur ce sujet-là. Donc, pouvoir justifier rapidement et simplement d'où viennent les différences de traitement et pourquoi elles existent, en fait. Ouais, et ça, on va revenir dessus à la fin, mais en effet, évidemment, j'ai un biais personnel parce que j'aide à construire un outil qui va garder toute trace de décision, d'informations, de commentaires, des décisions de changement de salaire, et je pense que c'est vital avec l'ère qui approche, et conserver les données et conserver la justification de ces données est important. On avance, on a une question de Soufiane, elle dit « J'ai pas vu les actions dans la liste des actions, stock options, dans la liste des éléments de rémunération contenus dans la directive. » On est d'accord qu'a priori, on pense que sera exclu l'attribution de stock options. Alors, on le pense, mais on en est, ça c'est on fait un peu de prédictif, pareil. En fait, aujourd'hui, on a essayé de raisonner pour savoir qu'est-ce qui était inclus dans ces éléments de rémunération, effectivement. Donc, on a listé tout un tas d'éléments qui, selon nous, sont inclus. S'agissant des éléments de rémunération exclus, en fait, on a fait une analyse de la jurisprudence, mais aussi, par exemple, justement, de l'index EGAPRO. Et en fait, au regard de la jurisprudence, on voit que le principe d'égalité de traitement et de rémunération, notamment, il a été exclu à plusieurs reprises sur notamment les histoires de carried interest, sur les actions gratuites, sur les stock options, sur les plus-values sur les actions. On voit que dans l'index EGAPRO, en fait, par exemple, les notions d'intéressement, de participation, action, compensation différée sur les LTI, en gros, plan, les AGA, etc., sont exclus. Donc, on se dit qu'il est fort probable que, de la même manière, ces éléments-là soient également exclus. Donc, tout ce qui est BSPCE, AGA, attribution gratuite d'actions, stock options. En fait, on se dit que ce sur quoi ça va porter, ça va être la rémunération vraiment propre, qui est la contrepartie du travail fourni. Donc tout ce qui est le fixe, le variable, les avantages en nature, tous ces éléments-là, mais qu'en revanche, tout ce qui rémunère l'actionnariat, en gros, même si c'est de l'actionnariat salarié, lui, a priori, sera exclu
de ce champ d'application. Mais voilà, mais ça c'est ce qu'on pense. Attention, il faudra qu'on soit vigilant. On n'en a pas la certitude encore puisqu'on n'a pas pris connaissance. Il n'y a pas de projet de loi, il n'y a rien pour l'instant. Donc évidemment, au moment de la loi, je pense qu'on réorganisera quelque chose avec Virgile pour vous donner ce qui se passe en pratique et concrètement maintenant qu'on saura tout, quoi, quand on saura tout. Exactement. Et on a vu le temps qui passe. Il y a pas mal de questions à couvrir. On va pas trop couvrir, mais on va faire un petit teaser en 30 secondes. Encore une nouvelle munition dans l'escarcelle des IRP, parce que c'est cette évaluation conjointe des rémunérations assez lourde et qui doit être déclenchée si les 3 conditions suivantes sont réunies. Et dans ce cas-là, il va falloir se mettre à la table et rentrer dans beaucoup de détails des écarts potentiels de rémunération et de la justification de ces écarts avec ces IRP. Oui, alors en 2 mots, effectivement, hein. En fait, dans l'hypothèse où on constate une difficulté, la difficulté, c'est donc effectivement une différence d'un niveau de rémunération moyen de 5%, quelle que soit la catégorie, donc au global, qui n'est pas justifié par des critères objectifs et non sexistes, et auquel il n'a pas été remédié pendant 6 mois, donc ça fait quand même beaucoup, c'est-à-dire on constate l'écart, il n'est pas justifié et on fait rien pour y remédier. Dans ces cas-là, en fait, ça va déclencher l'obligation de faire une évaluation conjointe des rémunérations avec les représentants du personnel. Donc, ça sera une coopération entre l'employeur et, a priori, le CSE, les représentants du personnel, le CSE. Donc, cette évaluation, elle aura 3 objectifs. Recenser les discriminations, les différences, de rémunération, les corriger, les prévenir. Donc, pour éviter que ça se reproduise. Et en fait, il y aura un rapport, en fait, qui sera fait. Donc, la directive contient tous les champs, qui conviendra de remplir. Du rapport, là, je vous passe le détail. Il y en a une dizaine, en fait, un peu moins d'une dizaine. Et donc, on devra analyser donc cette situation, éviter que ça se reproduise. Qu'est-ce qui fait que les écarts n'ont pas été corrigés depuis la dernière évaluation, etc. Donc, ça, c'est en gros si on est un mauvais élève, qu'on aura tout ça à faire. Mais effectivement, ça vient renforcer encore le rôle des représentants du personnel. Et j'en profite pour répondre à la question la plus votée actuellement, parce que tu mets en bas qu'est-ce qu'un critère objectif et non sexiste. Si on vient justifier une partie des écarts en disant ah oui, il y a des écarts de rémunération, ils sont dus au potentiel des différentes personnes, il va falloir bien expliciter en quoi l'évaluation du potentiel est faite de manière objective et non sexiste. Moi, comme certains et certaines d'entre vous, j'ai fait des people reviews un peu lunaires où on vient dire Leslie, elle a du potentiel. Clairement, elle a du potentiel. On ne le justifie pas, ils ne sont pas objectivés. Ça va être plus dur à tenir comme ligne. Il y a certaines entreprises qui font ça assez bien en explicitant le potentiel, en disant qu'il y a 4 critères, à prendre des initiatives, etc. Exactement. Si on fait mal, on va se faire retoquer. Et c'est un des bons exemples il faut que ce soit un critère objectif, non sexiste et bien structuré, en fait. Et structuré et précis, parce que en fait, au final, exactement, potentiel, c'est pas quand on parle de potentiel, effectivement, je suis d'accord, c'est pas sexiste. Est-ce que c'est objectif? Ça veut dire quoi potentiel? Est-ce qu'on est sur de la compétence? Sur quel type de compétence? Donc c'est pour ça que ce qu'on vous disait en introduction un peu, c'est que très certainement demain, ce qu'on attend en fait des employeurs, c'est une vraie grille de lecture. En fait, c'est une vraie grille de lecture. C'est peut-être un peu trop parce que en fait, finalement, on se dit mais il n'y a plus aucune liberté quoi dans la fixation de la rémunération. En même temps, c'est exactement l'objectif, à mon avis, de la directive. C'est qu'il n'y ait plus de liberté en fait dans la fixation de la rémunération. En tout cas, quand je dis de liberté, je veux dire plus de liberté de créer des inégalités. Donc, il y aura de la liberté dans la fixation des critères à partir du moment où effectivement ils sont pas sexistes. Mais il y aura de la liberté dans la fixation des critères qui pourraient être les mêmes et il pourrait y en avoir 100. Si vous voulez mettre 100 critères, vous avez le droit de mettre 100 critères. Ou si pour chaque critère, vous avez envie de mettre 10 sous-critères, libre à vous, pas de problème. Mais en tout cas, il faudra que vous ayez une grille de lecture, c'est ce que je vous disais, très précise de ces critères-là et de la manière dont ils sont appliqués, de ce que ça implique en fait en termes de REM variable notamment, par exemple. Ouais, je vais revenir dessus. Encore une fois, on vous envoie les slides. Il y avait une question sur que contient cette évaluation conjointe, les critères. C'est dans les slides. À qui on va devoir faire les obligations. Il y avait une question dans le chat qui était c'est quoi? À qui ça s'applique? Il va sûrement, mais ça c'est la directive qui prévoit des paliers d'application de la loi en fonction de la taille de l'entreprise. Ce sera sûrement le cas en France, mais notamment il y a des chances que par contre on peut être plus restrictif en France. La directive prévoit au-dessus de 100, il y a de fortes chances de penser que ce sera au-dessus de 50 employés que ça va s'appliquer. Ah bah oui. Nous, la plupart des obligations s'appliquent à partir de 50. Donc, il y a effectivement de fortes chances que ça s'applique à partir de 50.
On est même en train, pour rien vous cacher, moi je suis membre de l'Observatoire du dialogue social au niveau national. On est même en train de réfléchir à le mettre en place pour les entreprises de moins de 50, l'index EGAPRO. Donc ce qui est sûr, c'est que ça sera pas moins de 100 a priori chez nous. Ça sera plutôt plus de 50. Ouais. Comment se préparer en pratique? Et après, on prend quelques questions. En fait, de manière générale, moi, mon point de vue néophyte, quand on a beaucoup échangé avec les filles, on a passé des heures et des heures à dire, en tout cas, au-delà de la partie transparence et communication, on va avoir un gros travail interne de structuration, d'audit, de ces processus de détermination de la rémunération à l'embauche, de revue des salaires, de détermination de pesée de poste. Il y avait une question Xavier sur ce sujet, d'explicitation des critères de progression. Il y a un dernier sujet, je passe assez vite là-dessus, pour moi, de prendre le contrôle du narratif. Ça veut dire il va falloir communiquer sur la rémunération. La plupart des entreprises ne le font pas. Il va falloir le faire parce que sinon, il va y avoir des obligations. Autant prendre le contrôle et se dire, OK, je vais devoir former mes managers, laisser en parler. Je vais devoir éduquer mes salariés. Je vais un gros travail de communication, d'éducation et de pédagogie que je dois préparer. Et pour moi, il y a pas mal de sujets qu'il faut faire. Il faut structurer, suivre et corriger son équité interne. Il faut revoir ses processus de détermination de la rémunération. Les deux grands phares, c'est embauche, revue de salaire. Il faut maîtriser sa communication. Et pour ça, évidemment, je suis un peu biaisé, mais c'est le moment de se poser la question de est-ce que vraiment on va le faire en bricolant avec des morceaux de fichiers Excel et un peu des coins de tableau blanc, potentiellement pas. Potentiellement le moment de faire appel à des solutions comme Figure pour le faire. Mais surtout, le plus important, et en fait, tu faisais écho à ça. C'était intéressant ta notion de grille de lecture. Moi, mon prisme, c'est demain, on va devoir faire quelque chose qu'on n'a pas forcément à faire aujourd'hui, c'est se justifier de ces décisions de rémunération. Maintenant, on peut dire, tu as eu 3%. La personne a eu 5, c'est mon choix en tant que manager de t'avoir mis 3. Demain, tu l'as dit, il va falloir se justifier. Il y a des risques juridiques et même des risques d'engagement et d'attraction. Et donc, toutes les décisions qu'on prend maintenant, même si la loi n'est pas encore en place, il faut déjà se mettre en démarche de dire, OK, si demain je dois me justifier cette décision, comment je le fais? Quels sont les critères que je vais pouvoir mettre en avant, objectifs et non sexistes, pour justifier ces décisions de salaire? Et ça, c'est un changement fort de mentalité qu'il faut appliquer dès maintenant dans les entreprises. Je passe aux questions, Leslie. Je pense qu'on a énormément de questions. Surtout avec le temps qu'on a. Je pense que je m'avance un peu peut-être, mais je pense qu'il y a de quoi, suffisamment de questions fascinantes pour organiser encore un nouveau webinaire de suivi potentiellement là-dessus. J'en prends 2-3 quand même. On fait sur un webinaire, mais que questions-réponses en fait, sans parler de la. Potentiellement. En reprenant en tout cas une partie qui sont là-dedans. Il y a des questions fascinantes. Je prends les questions les plus votées dans le peu de temps qui nous reste. On peut déborder un tout petit peu. Une question de Quentin qui disait: est-ce que les primes affichées à certaines fonctions, à certains postes, ils devront être affichés aussi sur les fourchettes, sur les offres d'emploi? Sur les offres d'emploi, il parle juste d'une rémunération initiale ou d'une fourchette de rémunération initiale. Mais ce que je pense, c'est qu'effectivement, si c'est des éléments de rémunération habituels, en gros, il faudra aussi potentiellement les afficher, puisque en fait, autrement, ça aurait pas beaucoup de sens, quoi. Et dans la mesure où on nous oblige aussi à communiquer sur les principaux éléments de la convention collective, de rémunération de la convention collective, ça ferait sens aussi qu'on nous dise, il faut communiquer aussi sur la rémunération, tous les éléments de rémunération et la structure de rémunération à l'embauche, quoi. Donc évidemment les primes aussi. Et surtout, tout ce qu'on vous dit là, tout ce que je vous dis là, c'est mon analyse au regard de mon expérience, de mon analyse de la jurisprudence, de mon expérience de la transposition, etc. Il faudra quand même qu'on se repose la question quand on aura le texte français, la loi française de transposition. Et moi, dans mon prisme aussi non juridique, c'est que c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire, c'est que si on commence à mettre les fourchettes, en fait, on va commencer à dire, en plus de piste sur ce poste-là, s'applique une prime sur objectif, ou ça prime tel type de poste, etc. Le sens de l'histoire, ça va être de plus en plus communiqué, ça va pas s'arrêter aux obligations légales. Donc, il vaut mieux se mettre en ordre de marche pour que ce soit le cas. Il y avait une question de Ludovic assez intéressante, presque conceptuelle sur... En fait, on a parlé, notamment, je pense que Ludovic, tu faisais écho à la notion de personne de référence hypothétique, où on parlait de données de marché. Est-ce que les rémunérations vont devoir suivre les évolutions de marché? Est-ce qu'il faudra augmenter tout le monde en fonction du marché? Moi, j'ai l'impression que c'est pas forcément le cas tant qu'on arrive. Parce que le but de cette directive, c'est pas de dire il faut que vous payiez au marché toutes les entreprises au-dessus du marché, c'est dire de vous justifier notamment des écarts de rémunération internes entre les personnes qui soient justifiés par les objectifs, par des critères objectifs et non sexistes. Mais une entreprise va toujours pouvoir payer en dessous du marché. Tant qu'elle arrive à avoir une équité, la loi n'est pas là pour dire il faut payer au marché, on est d'accord?
Oui, alors c'est pas le sens, enfin c'est pas la prérogative du législateur pour le dire autrement, donc c'est pas à lui d'en décider comme ça. Mais en fait, moi je trouve que la question elle est hyper pertinente parce qu'on peut vraiment se poser cette question-là. Enfin, demain comment on va faire pour avoir une vraie différenciation? Enfin, clairement, hein, les entreprises elles vont avoir du mal à se mettre à des niveaux de marché très inférieurs au marché, par exemple. Donc en fait, ça va faire quoi? Ça va resserrer pour les mêmes catégories d'emploi le niveau les niveaux de rémunération. Hein. Moi, je pense il va vraiment y avoir un sujet là-dessus. Et si tu te rappelles, la dernière fois, c'était intéressant ce qu'elle nous disait là. On a eu une participante qui avait fait une remarque en fait que j'avais trouvé très pertinente. Quand on a animé le webinaire la dernière fois, pas le webinaire, en présentiel la dernière fois, c'est qu'en Allemagne, par exemple, dans les conventions collectives, ils n'ont pas juste un niveau de rémunération minimum, mais un niveau de rémunération moyen marché, en fait, justement, Ouais. qui est déterminé et qui est le niveau de rémunération acceptable, en gros, on va dire. Euh, c'est pas possible qu'on tende vers ça, hein, demain nous aussi. Hein. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont renvoyées à la négociation de branches et d'entreprises. On n'a pas le temps de parler de tout là pendant le webinaire, mais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on pourrait parler pendant la journée entière du Pas la sujet. journée entière, Leslie, c'est trop là. Non, non, mais voilà, donc ce que je veux dire, c'est que potentiellement, effectivement, est-ce qu'on va pas tendre vers des déterminations au niveau de la branche des partenaires sociaux qui vont nous dire, on estime que pour telle fonction, en fait, le niveau de rémunération normal, médian, moyen du marché, c'est ça, tu vois. Ça, c'est pas impossible. Et, et d'ailleurs, ça fait écho il y avait une remarque ou une question de Jean-Philippe qui était plus dans le chat que dans la partie question, qui disait notamment ce travail de valeur égale, est-ce qu'il n'y a pas aussi, au-delà de la pesée de poste et des job grades, par moment, la possibilité de se rattacher aux critères conventionnels qui sont définis, coefficients conventionnels sera sûrement le cas aussi pour ces comparaisons entre les postes, non? Oui, très certainement, parce qu'il y a des conventions collectives, effectivement, qui détaillent de manière très explicite comment déterminer les coefficients dans les emplois, etc. Et donc, du coup, il y a des grilles de lecture déjà. Donc, on peut s'en inspirer, évidemment, hein, qu'on peut s'en inspirer. En plus, souvent, c'est un peu les mêmes que ceux qui sont fixés finalement par la directive. Il y a des notions d'autonomie, des notions de responsabilité, etc. Donc, on pourra s'en inspirer. Mais moi, je vous recommande quand même de faire votre propre grille interne parce qu'il y a que vous qui connaissez le fonctionnement de votre entreprise. Hein. Leslie, il est midi 01. J'ai compté 21 questions auxquelles on n'a pas répondu. Leslie, enfin, c'est politique. Est-ce que Leslie, on prend date maintenant pour se dire qu'on se fait un webinaire de suivi de questions-réponses? Il y a des questions fascinantes sur la date d'effet, certains critères, le code de notion géographique et l'application dans les filiales. On a une question dans le chat. Est-ce qu'on se dit que, outre le RIP, Ah, je t'entends plus, Virgile. Je pense que je sais pas si je suis la seule à pas entendre Virgile. Est-ce que vous non plus ou non, on l'entend pas, d'accord. Bon, il va se reconnecter. Donc, je pense que l'idée, c'est de se dire effectivement, est-ce qu'on se refixe une date auquel on répondra aux questions ou ah ça y est, voilà, Virgile, t'es revenu. ouais, pardon, ça marche? Ouais, Ouais, ça y attendez, est, on juste, est-ce qu'on peut rendre date? ça y est. On revient vers les participants, tout le monde qui est inscrit pour un webinaire de suivi dédié, Pourquoi pas, ouais. questions-réponses. Pourquoi pas? On se fait ça et Et d'ici là, après, en parallèle, n'hésitez pas à nous ajouter de toute façon sur LinkedIn si c'est pas déjà le cas, si vous nous avez pas déjà, donc Leslie Nicolaï et Virgile Ringard évidemment. Si vous avez des questions, si vous souhaitez un petit échange rapide, moi je me tiens à votre disposition, il n'y a aucun problème pour débattre sur le sujet parce que de toute façon c'est hyper intéressant et qu'il faut qu'on se prépare tous, hein, nous y compris les professionnels, aux questions qui vont nous attendre. Donc avec grand plaisir pour ceux qui voudraient échanger même en amont, quoi. bien sûr. Et abonnez-vous notamment aussi à la newsletter de Factory qui est excellente. C'est la seule que je lis en droit social par ailleurs. Merci. Donc on prend date, on vous envoie le support, le replay et on revient vers vous pour communiquer une date dédiée Q&A parce qu'il y en a beaucoup et on a de quoi tenir au moins une heure sur juste les questions que vous avez posées qui sont excellentes et on reviendra dessus. Merci beaucoup Leslie et merci à tout le monde. Merci à tous, au revoir, merci.